Elle prétendait ne pas posséder suffisamment de connaissances sur Irina. Ignar lui assura qu'elle ne manquait de rien et l'encourageait à poser toutes les questions qu'elle souhaitait. Néri interrogea Ignar sur sa rune gravée sur la bague. Elle disait qu'elle n'avait jamais vu quelque chose de similaire auparavant. Ignar expliqua qu'il s'agissait d'une rune de purification. Elle ajouta que cette rune était la seule capable de tuer les mutants, mais que ce type de magie était extrêmement rare, tout comme les magiciens capables de la graver. Intriguée par la particularité de la rune, Néri souligna que c'était différent de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Ignar, surpris par la gentillesse de la princesse héritière, lui assura que rien n'était assez précieux comme cadeau pour elle, bien qu'elle lui ait rendu l'objet. Néri se rappela avoir mentionné à ses prêtresses par le passé qu'elle avait réussi à graver une rune similaire sur un collier, mais elle n'avait jamais revu cet objet depuis. Elle se demanda si cela signifiait qu'elle possédait le pouvoir de purification et pourquoi tout le monde semblait lui cacher quelque chose. Pendant ce temps, de l'autre côté du palais, le prince Alide et Simone discutaient en marchant. Simone s'inquiéta de la relation entre la princesse Ignar et la princesse héritière. Alide expliqua que maintenant que Néri maîtrisait son terru, il était impossible de garder ses pouvoirs secrets indéfiniment. Simone redoutait que Néri découvre bientôt qu'il lui avait dissimulé cette information et disait au prince Alide qu'il devait trouver comment lui révéler de manière agréable. Alide expliqua qu'il aurait été inutile de parler à Néri avant qu'elle ne manifeste ses pouvoirs. Elle comprendrait au moins cela. Simone se demandait s'il pensait qu'il n'avait plus à s'inquiéter maintenant que la cérémonie de mariage était terminée. Il disait au prince Alide qu'il était soulagé de le voir heureux avec la princesse Néri, surtout après toute l'agonie qu'il avait endurée. Alide acquiesça, reconnaissant qu'il avait beaucoup souffert par le passé. Il se demandait pourquoi il n'entendait pas la voix de Néri alors qu'il percevait si clairement celle de la princesse Ignar. Il se souvenait de son enfance, plutôt difficile avec ses pouvoirs, où il avait commencé à entendre d'innombrables voix incessantes dans sa tête, une sensation de noyade dans une mer de voix sans visage. Cette expérience était atroce pour lui. Puis, un jour, il rencontra quelqu'un capable de lui apporter du repos. Au milieu du bruit constant, à ses côtés, son monde devenait calme et paisible. Il pouvait enfin profiter de la normalité comme n'importe quel autre être humain. Il n'entendait plus rien quand il était avec elle, mais dès qu'ils se séparaient, il percevait toutes les voix sauf la sienne. Son petit frère, le prince Souride, arriva et s'excusa pour le retard. Il disait qu'il pensait que la prochaine fois qu'ils se verraient serait pour leurs adieux. Il demandait au prince Alide comment s'était déroulée la cérémonie. Le visage marqué par la colère, Alide répliqua qu'il ne savait pas s'il devait le remercier de lui avoir épargné la peine de le chercher ou s'il devait être dégoûté de son audace à se présenter devant lui sans crainte. Suride, surpris, ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Le prince Alide lui tourna le dos et s'approcha d'une servante suspecte. Il déclara qu'elle dégageait la même odeur que le rat mort trouvé sur son navire. Sans hésitation, il la brûla avec une magie de feu, les flammes puissantes la consumant. Simone se hâta de protéger le jeune prince et s'interrogeait en voyant les flammes, se demandant comment quelqu'un doté de la magie du vent pouvait utiliser d'autres éléments aussi facilement. Le jeune prince, terrifié, tremblait. Le prince Alide ordonna à Simone d'envoyer un message à l'impératrice, exigeant qu'elle prouve l'innocence de son enfant. Puis, il s'éloigna, les laissant tous derrière lui. Le jeune prince était si effrayé qu'il ne pouvait prononcer un mot. Il était accroché à Simone, tremblant de peur. Plus tard dans la journée, la princesse Néri réfléchissait en marchant toute seule. Il lui semblait qu'on lui avait caché un secret par inquiétude. Et bien qu'elle ne savait pas vraiment qu'elle pouvait utiliser la magie de purification, elle se sentait mal à l'aise. Elle possédait des yeux d'une couleur rare qui attisaient la curiosité des gens, des pouvoirs spéciaux malgré sa naissance, dans un endroit où la magie avait cessé d'exister. Elle avait attiré l'intérêt d'un dragon. Son terru ressemblait à la déesse de la mer. Et maintenant, elle pourrait utiliser un type de magie que seule l'ancienne impératrice maîtrisait. En pensant à tout cela, elle trouvait étrange de se sentir impliquée dans un grand plan qu'elle ignorait.
Elle avait constamment l'impression que cet endroit attendait quelque chose d'elle. C'était comme si on l'avait amenée là pour accomplir une mission exagérée. Soudain, son Teru apparut et lui demanda si quelque chose n'allait pas. Elle répondit que tout allait bien et lui demanda où était le tigre. Son Teru lui répondait qu'il ne l'avait pas vu et qu'il avait probablement dû rejoindre son maître. Neri demanda alors si Zephyrus le tigre était parti sans rien dire. Elle commença à se demander si quelque chose était arrivé au prince Alide. Lorsqu'ils avaient quitté la grotte, il avait dit qu'il se rendait au palais du prince Suride. Peut-être qu'elle aurait dû aller avec lui. Une de ses prêtresses servantes vint lui annoncer que le bateau était prêt à partir. Elle la suivit et, en chemin, demanda si le prince Alide les rejoindrait. La prêtresse lui répondait que le prince les rejoindrait sur un autre bateau. Son Teru ressentit quelque chose d'étrange et lui demanda si elle comptait continuer à suivre la servante. Neri répondit que Ma était une des prêtresses que Alide soutenait comme protectrice, donc elle ne risquait pas de la piéger. Elle se demandait ce qui se passait, mais décida de la suivre pour l'instant. Arrivée dans le salon, Neri remarqua de l'eau sur le sol et se demanda si c'était le chemin pour le bateau. Soudain, elle fut recouverte d'une eau magique. Son Teru, qui avait vu la grande prêtresse de l'eau, lui expliqua que c'était elle qui détenait la magie la plus puissante du royaume. La grande prêtresse s'approcha de Neri, qui lui disait qu'elle aurait volontiers accepté de la rencontrer si elle avait simplement demandé. La grande prêtresse s'excusa pour cette méthode peu raffinée et demanda sa compréhension, car il n'y avait pas d'autre moyen de la rencontrer en privé. Neri lui demanda si par « privé » elle voulait dire « en secret contre Alide ». Elle répondit qu'elle avait tenté de la rencontrer plusieurs fois avant la cérémonie de mariage, mais que le prince héritier ne l'avait pas permis. Elle expliqua qu'elle avait mis en place cette barrière d'eau pour empêcher tout son de s'échapper de cet espace, mais craignait que cela ne dure pas longtemps. Elle ajouta qu'avec le sens de l'ouïe unique du prince héritier, toutes les conversations lui seraient parvenues sans cette barrière. Neri réfléchissait, remarquant que la grande prêtresse semblait extrêmement hostile envers Alide. Elle lui demanda alors d'aller droit au but, car le bateau partirait bientôt. La grande prêtresse expliqua qu'il y avait quelque chose qu'elle devait savoir à propos de l'incident survenu il y a 3 jours. Neri répondit qu'elle savait qu'une enquête était en cours et s'excusa pour le remue-ménage, promettant que tout serait bientôt résolu. La grande prêtresse souria et lui disait que la même chose n'avait pas été résolue il y a 3 ans, se demandant si les choses se passeraient différemment cette fois-ci. Neri, surprise, voulut savoir ce qui s'était passé 3 ans auparavant. La grande prêtresse expliqua que le stimulant magique d'une source inconnue avait aussi causé un malheureux accident à l'époque. Neri rétorqua qu'elle ne se souvenait pas lui avoir parlé de ce stimulant magique. La grande prêtresse lui révéla que le prince héritier lui cachait bien plus de choses qu'elle ne le pensait. Elle expliqua que l'accident survenu il y a plusieurs années avait entraîné la mort d'une candidate idéale pour le poste de princesse héritière. Neri fut surprise d'entendre cela. La grande prêtresse de l'eau poursuivit en expliquant que cette candidate avait une forte synastrie avec le prince héritier et sa magie peu commune. Elle ajouta que cette candidate était la seule à avoir réussi à entrer dans son cœur, tout comme Neri le savait. Pendant ce temps, de l'autre côté du palais, Simone demandait au prince héritier de s'expliquer. Il voulait savoir ce qu'il avait pensé en utilisant la magie du feu devant un tel public. Le tigre acquiesça, rappelant au prince Alide que même si son état s'était amélioré grâce à Neri, il ne devait pas oublier que cette magie était une arme à double tranchant. Alide répondit que non, il n'avait pas oublié, mais en pensant à ce qu'ils avaient dit, il leur demanda de se détendre. Il avait fait attention et rien ne s'était passé. Simone lui reprocha de ne pas prendre soin de lui-même comme il le faisait pour la princesse Neri. Après tout, ce qu'il avait enduré, il devait vouloir vivre une longue et heureuse vie avec elle. Il ajouta que si seulement Arcera était là pour être témoin de ce qu'il venait de faire, Alide répondit qu'il n'avait qu'à penser qu'il évoquerait son nom. Simone lui rappela que le temps était passé et que, comme il lui avait déjà dit, ce qui était arrivé n'était pas de sa faute.
il ne devait pas pardonner à quiconque prétendrait le contraire. Simone espérait que le prince héritier parlerait d'elle à son Altesse, la princesse héritière, une fois arrivé à Suarev. Il mentionna combien il était gêné chaque fois qu'elle lui posait des questions sur les autres femmes de son passé. Alide disait à Simone qu'il ne lui avait pas menti. Simone insista sur le fait que cacher la vérité n'était pas différent de mentir. Alide répondit qu'il lui dirait tout en temps voulu, une fois qu'il serait certain qu'elle ne le quitterait sous aucun prétexte. Au même moment, la grande prêtresse de l'eau racontait à Néri qu'Arcéra et le prince héritier avaient grandi ensemble ici même, dans le saint sanctuaire de l'eau, et qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Les anciens les avaient naturellement jumelés, certains disaient même qu'ils se marieraient un jour. Au fil du temps, le prince héritier devint un excellent guerrier et quitta le sanctuaire. En raison de sa fragilité, Arcéra dut rester. Même séparés, leur relation demeurait forte. Cependant, pendant la guerre, leurs échanges de lettres furent interrompus. Lorsqu'Arcéra perdit contact avec Alide, elle traîna son corps frêle jusqu'à Suarev, une région dangereuse infestée de mutants. Peu de temps après, son corps fut découvert par un serviteur en route pour annoncer la victoire. Il fut révélé plus tard que la cause de sa mort était la prise constante et prolongée d'un stimulant magique, substance qui, pour quelqu'un de si fragile, équivalait à un poison. Arcéra et le prince héritier devaient le savoir. Néri demanda si la grande prêtresse de l'eau insinuait quelque chose. Elle coupa la parole à Néri et répondit que, malheureusement, Arcéra avait été assassiné. Après cela, le prince héritier refusait de mettre pied dans le palais impérial et parcourut les champs de bataille comme un fou dans la guerre contre les mutants. 6 mois plus tard, il revint soudainement au palais pour rencontrer l'empereur, exigeant une seule chose, qu'on lui permette de passer de l'autre côté de la mer. La grande prêtresse demanda à Néri s'ils allaient bientôt se rendre à Suarev, espérant sincèrement qu'en tant qu'épouse d'Alide, elle resterait hors de danger. Plus tard, en mer, Néri semblait pensive sur le pont du bateau. Alide s'approcha d'elle et la prit dans ses bras, tous deux regardant la mer. Elle lui demanda s'il était là, lui rappelant qu'il avait dit qu'il prendrait un autre bateau à l'aube. Alide répondit qu'il ne supportait pas l'idée d'attendre un jour de plus pour la voir. Il se pencha en avant pour l'embrasser, mais elle se tourna soudain de l'autre côté et lui disait qu'il fallait qu'ils parlent avant cela. Elle lui demanda comment les choses s'étaient passées au palais du prince Souride. Alide répondit qu'ils étaient encore de jeunes mariés et lui demanda si ce n'était pas un peu exagéré de vouloir discuter de telles choses dès qu'ils se retrouvaient. Néri insista, disant que c'était important. Alide lui brossa les cheveux derrière l'oreille et expliquait qu'ils avaient trouvé le rat responsable de l'avoir drogué au palais de Souride, mais que ce n'était qu'un pion. Elle voulait savoir pour qui ce serviteur travaillait. Alide commença à expliquer que, selon l'impératrice, le serviteur était entré au palais sur recommandation de Sakira. Elle lui demanda s'il pensait que Sakira pouvait être la coupable. Alide répondit qu'il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives et que sa sécurité restait sa priorité absolue. Néri, en se rappelant les paroles de la grande prêtresse de l'eau, lui demanda s'il y avait autre chose qu'elle devait savoir. Alide répondit qu'en tant que mère de son futur enfant, il devait tout lui dire. Il ajouta qu'elle ne pouvait imaginer à quel point elle lui avait manqué. Il retira alors le serment de Knau, le pendentif qu'elle portait autour du cou, l'embrassa et la fit s'allonger sur le lit. Néri pensa au pendentif, symbole de leur engagement exclusif, mais se demandait si c'était vraiment la vérité. Était-elle certaine de n'être pas devenue sa seule et unique simplement parce qu'il avait perdu la sienne? Alide l'embrassa sur le lit, jetant le pendentif de côté. Néri se souvenait que plus tôt dans la journée, elle conversait avec la grande prêtresse de l'eau, qui lui relatait l'histoire de la précédente prétendue princesse héritière. Néri lui demanda pourquoi elle lui faisait part de tout cela. La prêtresse expliquait que c'était parce qu'elle ressentait un profond malaise. Elle lui confia qu'elle n'avait jamais apprécié Alide. Dès son plus jeune âge, il avait su tirer avantage de la compassion des autres, attirant non seulement la naïveté d'Arcéra, mais aussi celle de sa mère Ramétis, qui avait enduré toutes sortes d'épreuves, incapable de résister à sa pitié. Ironique, ne trouvait-elle pas que même le monstre le plus redoutable suscite la compassion des guerriers vivants,
trop occupés à s'apitoyer sur son sort à lui pour prendre soin d'eux-mêmes. Néri, en l'observant, réalisa que le ressentiment envers Alide était plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. La grande prêtresse lui conseilla qu'elle n'était pas tenue de suivre le même chemin que cet homme, quoi qu'il arrive. Non seulement il possédait déjà tout ce dont il avait besoin, mais il en acquérait encore plus à l'avenir, tout comme lorsqu'il l'avait rencontré peu après avoir perdu Arcera. Néri demanda à Alide s'il l'aimait. Il lui effleura les lèvres et lui demanda si elle avait vraiment besoin de poser la question. Il l'aimait vraiment. Néri se disait qu'une part que celui qui jouait en fait, c'était lui. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se fier à tout ce que Métis avait dit, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que tout avait été orchestré jusqu'à présent. Leur rencontre, il y a 12 ans, ce lien spécial et magique qui s'était tissé entre eux. Lui qui avait visé cette opportunité et elle qui s'était volontairement mise dans ses filets. Elle avait cru retrouver sa liberté en le rencontrant. Mais en réalité, elle aurait pu simplement danser sur une scène bien agencée pour une pièce dont la fin était déjà écrite. Si seulement il cherchait quelqu'un qui ne serait pas confronté à la même tragédie que sa précédente fiancée, quelqu'un qui pourrait être un héros, comme lui. Cela lui rappelait la fille qu'il avait brièvement rencontrée autrefois dans le passé. Elle devait trouver une issue à cela. Elle voulait d'une vie où elle ne serait plus enchaînée. Alide se tenait au-dessus d'elle, la regardant, puis lui caressa la joue. Elle le regarda dans les yeux et lui disait qu'elle l'aimait aussi. Elle se répétait sans cesse qu'elle s'aimait trop pour consacrer son corps et son esprit à quelqu'un d'autre. Elle mettrait fin à cette mascarade avant qu'elle ne devienne insupportable. Oui, elle l'aimait, mais elle ne pouvait pas se résoudre à le lui dire aussi souvent qu'il le souhaitait. C'était à sa femme Néri de le dire, sa seule et unique Néri. Elle le regarda droit dans les yeux et lui avoua qu'elle l'aimait profondément. Après tout, il était son client. C'était pour cela qu'il l'avait payé, et elle était douée pour ça. Ainsi, tout rentrait enfin dans l'ordre. Pendant ce temps, la princesse Sakira observait le ciel depuis son bateau. Une de ses prêtresses lui demanda pourquoi elle était dehors par un temps si froid. Sakira répondit que cela lui rappelait que le temps filait déjà vers Kazekh, alors que le coupable qui avait blessé son Altesse la princesse héritière n'avait pas encore été découvert. Une autre prêtresse ajouta que la prêtresse de l'eau avait été blessée et affirmait avoir récemment rencontré son Altesse. Réfléchissant à cela, Sakira déclara que sachant que la prêtresse de l'eau était impliquée, il ne serait qu'une question de temps avant que le coupable ne soit appréhendé. Elle supposa qu'elle devrait être innocente, d'autant plus qu'elle n'avait rien fait pour nuire à son Altesse. Un messager se présenta sur son bateau. Elle lui demanda de s'approcher. Il lui annonça qu'un message était arrivé du palais impérial. Surprise que le palais lui ait envoyé un message, elle lui demanda de le lire à haute voix. Le messager commença à lire à voix haute. « Sakira Néphiste Kazekh, vous êtes par la présente accusée de contrebande et d'utilisation illégale de stimulants magiques dans le palais du prince héritier. Sur ordre du prince héritier Alide Sirim Hartmann, vous devez retourner immédiatement au palais. » Sakira s'effondra de peur, déclarant que c'était impossible, qu'il était cruel de penser qu'elle aurait pu commettre un tel acte. Elle commença à se tordre de douleur au ventre. Sa servante prêtresse accourut à ses côtés. Le prince calife fut appelé et il accourut aussitôt. La voyant se plaindre de douleur au ventre, il lui demandait ce que signifiait cette douleur. Elle lui révéla que c'était l'enfant qu'elle portait. Calife cria à tous les prêtres et prêtresses doués de magie de guérison de l'accompagner. Il la prenait dans ses bras et la conduisait vers l'infirmerie. Le messager, toujours présent, observait Sakira s'éloigner, à moitié inconsciente, dans les bras du prince calife. Il se disait qu'il était surprenant de voir comment une affaire aussi mineure pouvait causer autant de chocs, surtout pour une personne aussi fragile. Il parlait comme s'il se confiait à son maître, demandant s'il était d'accord. À Soirève, dans les couloirs du palais, les servantes prêtresses marchaient d'un pas léger, tout en discutant entre elles. L'une faisait remarquer qu'il était déjà passé 1 an et demi depuis l'arrivée du prince héritier et de la princesse héritière, tandis qu'une autre ajoutait que le temps filait à toute vitesse.
Une troisième intervenait pour demander à ses compagnes si elles ne trouvaient pas que le prince héritier avait beaucoup changé durant cette période. Elles étaient toutes d'accord en confirmant cette observation. Pendant qu'elles cheminaient, l'une des servantes contempla un portrait du jeune couple accroché dans la pièce et interrogea ses amies sur le moment où elle pourrait espérer des nouvelles concernant une possible grossesse de son Altesse. Elles disaient toutes qu'il était grand temps pour le couple princier d'avoir un héritier. Une autre prêtresse ajoutait que, vu leur excellente relation, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'ils n'entendent la bonne nouvelle. Un autre esquissa un sourire en imaginant à quoi ressemblerait le bébé impérial, tandis qu'une troisième affirma que l'enfant serait certainement adorable au-delà des mots. Après tout, son Altesse, malgré son apparence intimidante initiale, se révélait incroyablement chaleureuse et affectueuse, tout comme sa magie. Tous se remémoraient les moments passés à son service. Le bruit de la pluie s'échouant attira leur attention vers le ciel. L'un d'eux commenta que Suarev avait été exceptionnellement pluvieux ces derniers temps, même en dehors de la saison des pluies. De l'autre côté du port, un bateau de la défense spéciale accosta. Un domestique reconnut Lana et s'exclama que Dame Lana était de retour, suscitant la joie de tous. L'un d'eux ajouta qu'elle avait toujours autant d'énergie. Lana, évitant habilement la foule enthousiaste, et se précipita en courant vers le palais du couple royal. Les serviteurs furent surpris de cette précipitation et demandèrent s'il y avait un problème, peut-être une urgence à la frontière. Zanak, membre de la patrouille frontalière et prêtre du vent, expliqua qu'il s'agissait simplement d'une affaire très importante pour le commandant de la frontière. Un membre de l'équipage mentionna qu'ils avaient navigué si vite qu'on aurait dit qu'ils fuyaient des mutants. Au palais, Sana fut surprise de voir Lana et lui demandait ce qu'elle faisait là. Attrapant Sana par son habit, Lana le secouait pour obtenir des réponses sur l'endroit où se trouvait son Altesse. Sana n'eut pas le temps de s'expliquer et lui demandait de le laisser partir. Elle le relâcha. Sana lui demanda s'il y avait un problème à la frontière ou si elle avait eu des ennuis avec quelqu'un. Lana répondit évasivement, laissant entendre qu'il serait difficile pour Sana de comprendre l'ampleur de sa mission. Sana insista, faisant remarquer qu'il avait été enfermé au palais tout ce temps. Lana, d'un ton sérieux, lui expliquait que sa sœur aînée avait finalement été promue, mais elle pressa Sana de lui dire où se trouvait son Altesse. Elle mentionna qu'elle l'avait vue pour la dernière fois à la cérémonie du Nouvel An, ce qui indiquait qu'elles étaient séparées depuis 1 an déjà. Elle souhaitait ardemment une réunion émouvante avec son Altesse immédiatement pour lui annoncer une nouvelle importante.